Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver aujourd'hui dans un contexte un peu forestier, naturel. Je vous avais promis que je vous emmènerais un petit peu plus au cœur de mes vacances, dans un environnement un petit peu plus vert que la dernière fois, et donc c'est le cas aujourd'hui. Il n'y a pas eu de vidéo, c'est vrai, sur la rencontre PSG Leipzig, pas eu de vidéo non plus consacrée à la défaite de l'OL contre le Bayern. En fait, j'avais prévu de les faire, c'est ce que je vous avais dit. J'avais prévu d'analyser les rencontres dans la foulée, mais voilà, c'est les vacances. On se laisse un petit peu déborder par les activités ici et là. En plus, il faut dire ce qui est, il y a une connexion internet vraiment catastrophique là où on est. C'est normal en même temps, vous voyez, on est dans la nature, on profite d'autres éléments de la vie, mais la connexion Wi-Fi est pas top. Et du coup, la dernière fois que j'avais uploadé la vidéo d'analyse Lyon City, ça avait pris 6-7 heures. C'était vraiment, je m'étais réveillé plusieurs fois dans la nuit pour aller voir où ça en était, donc voilà, c'était pas une expérience reposante à tout point de vue. C'est pour ça que j'ai voulu privilégier aujourd'hui un format un peu différent où en fait je vais revenir sur les rencontres brièvement. Ça va être en gros en 3 parties. Je vais revenir brièvement sur les rencontres, sur les notes que j'avais prises sur les rencontres et vous donner mon ressenti pour ensuite logiquement nous amener, c'est la transition vers le match de demain soir, la finale de Ligue des Champions qui opposera donc le PSG, incroyable de prononcer cette phrase, au Bayern. Alors du coup on va attaquer dans l'ordre chronologique avec le débrief de la première rencontre, PSG Leipzig. Alors là, plusieurs choses à dire, mais je dirais que s'il y avait une observation principale à formuler, la chose qui m'a particulièrement marqué, c'est de voir ce PSG presser haut sur le terrain et mettre en difficulté considérable la défense de Leipzig qui devait ressortir à 3. Donc voilà, ils étaient dans un système plutôt traditionnel pour eux, une ligne de 3 et ensuite une ligne de 4 avec des pistons, mais des pistons qui redescendaient vraiment pas beaucoup à la relance, et du coup on se retrouvait souvent dans une configuration où on avait les 3 centraux de Leipzig face aux 3 attaquants parisiens qui montaient haut, donc Di Maria, Mbappé, Neymar. Et alors à 3 contre 3, on le sait, extrêmement difficile de trouver un décalage. C'est la même chose quand on est à 4 défenseurs face à un 4-4-2, les 2 avants sur les 2 centraux, souvent dans ce genre de configuration, soit on écarte sur le latéral, mais ça peut donner des situations pas évidentes à négocier ensuite. Plus on s'excentre, plus c'est compliqué de trouver de l'espace. Dans une défense à 2, du coup, généralement ce qui se passe, c'est que le milieu défensif descend entre les 2 défenseurs centraux, et voilà, on peut avoir un décalage à 3 contre 2. Là, à 3 contre 3, c'était pas évident, et on n'a pas eu de milieu central qui a reculé entre les 3 centraux. Je crois que c'est pas une configuration qui s'y prête réellement. Du coup, cette défense de Leipzig n'a pas su vraiment quoi faire, a essayé de trouver par moments des relais intérieurs via quelques décrochages, par exemple de Kevin Campbell, plus de Campbell que de Sabitzer, mais ça s'est pas bien passé du tout. Beaucoup de fébrilité. Alors c'est peut-être aussi là que le contexte demi-finale de Ligue des Champions joue un peu. Peut-être que niveau nerf, la marche était un petit peu trop haute aussi. On va en reparler dans le match de l'OL. Alors je me fais dévorer par des bestioles de partout. Mais du coup pour Leipzig, voilà, difficulté à la relance, en plus de quelques approximations techniques. Je pense que l'opposition tactique, vraiment 3 contre 3, leur a posé beaucoup de problèmes, et le Paris Saint-Germain en a profité pour récupérer un nombre incroyable de très bons ballons, de ballons extrêmement dangereux. C'est notamment de là que vient par exemple le deuxième but. Il y a la déviation de Neymar bien sûr dans l'action qui retient l'attention de tous, mais ce pressing à 3 contre 3 force un dégagement vraiment approximatif de Goulachi qui permet ce second but. D'autres opportunités aussi avec plus de réalisme, Paris aurait pu corser l'addition. Donc voilà, ça c'était vraiment mon premier point, cette approche sans ballon du trio de devant qui était finalement presque aussi importante que son approche avec ballon. Alors ça c'est une inversion assez particulière quand même de l'histoire qu'on tisse depuis le début de la saison, et puis peut-être même un peu avant. Les stars offensives qui rechignent au travail défensif et qui finalement ont besoin d'avoir le ballon entre les pieds pour produire quelque chose. Là finalement c'était encore plus avec leur travail sans ballon que je les ai trouvés réellement en capacité de faire des différences, même si ensuite niveau qualité technique ils ont pas mal non plus. Donc premier point. Le deuxième, c'est que on a vu peut-être les prémices d'un circuit qui sera beaucoup plus utilisé par la suite. En tout cas là il était vraiment très efficace, performant et pertinent pour casser notamment ce bloc assez compact de Leipzig. Alors sans ballon, ce bloc assez compact qui était plutôt médian, pas extrêmement haut, pas bas non plus, mais des lignes assez serrées. Comment se trouver de l'espace dans cette configuration? Il y a bien sûr toujours la variable Neymar qui peut trouver de l'espace une fois qu'il a le ballon entre les pieds, et puis qui se positionne assez bien aussi, mais celui qui a fait la différence dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, c'est clairement Paredes. Bien sûr, on connaît sa capacité à trouver des passes longues, mais sur des passes médianes, et notamment sa capacité à orienter l'attention du défenseur adverse via son regard, et ensuite passe masquée, trouver Neymar au cœur du jeu. Voilà, ce circuit a été très intéressant et je voulais y consacrer quelques mots. Enfin, peut-être qu'on peut parler de la volonté de Di Maria de toujours trouver l'espace le plus rapide
rapidement possible, un joueur véritablement altruiste et surtout qui lève tout de suite la tête, qui a tout de suite, en première intention, le but c'est d'aller trouver la zone où il y a de l'espace et très souvent par la passe. Donc on a vu beaucoup de ballons enroulés, super intéressant, en rentrant un petit peu vers l'axe. Pour moi, si je devais distinguer un top de la rencontre, ce serait sans doute lui. Alors bien sûr, on a vu quelques gestes extraordinaires de Neymar, il a fait beaucoup de différences individuelles, c'est pas pour mettre ça de côté, mais l'apport de Di Maria pour moi était vraiment l'apport central, celui qui a permis de faire énormément de différence en plus de son but et en plus de ses actions véritablement décisives. Voilà, je l'ai trouvé vraiment moteur et super pertinent dans ce registre. Donc peut-être Di Maria. Ensuite, je dirais Kimpembe. Voilà, si le PSG a tenu et si le PSG préserve un clean sheet, c'est aussi grâce à ses interventions de très bonne qualité. De manière générale, je dirais qu'il fait une Ligue des Champions, en tout cas un Final 8 de très haut niveau. Il méritait peut-être une place dans les tops depuis longtemps. Et puis pour le troisième, du coup, j'ai envie de souligner le fait que le plan de jeu de Thomas Tuchel était, il me semble, exactement adapté à la situation. À nouveau, ce système en 3 contre 3, réussir à insuffler l'énergie et voilà, le message comme quoi il fallait presser et que les récompenses allaient venir. Voilà, presser parfois, ça peut être une tâche assez frustrante, notamment si le bloc ne le fait pas dans son ensemble. Là, les récompenses sont venues très vite avec de belles situations à exploiter. Donc voilà, je dirais Thomas Tuchel et peut-être qu'on inscrit ça aussi dans le changement de la narrative, l'approche des 3 de devant. Alors ensuite, le deuxième débrief, le 3-0, la victoire éclatante, nette et presque sans bavure du Bayern contre l'OL. Bon, voilà, personnellement, peut-être que certains se demandaient si le fait qu'il n'y ait pas de vidéo tout de suite dans la foulée de la rencontre était dû à une trop grande tristesse, une sorte d'incapacité à la produire. Franchement, c'était pas du tout ça. Pour être honnête, j'étais très heureux après l'exploit contre Man City. Vous l'avez vu en vidéo, j'étais super content de vous partager ça d'ailleurs. Super heureux, mais je peux pas dire que j'y croyais vraiment contre ce Bayern. Je voulais surtout savourer l'effervescence qui entourait l'exploit, mais sans trop y réfléchir, sans trop me projeter. Bon, finalement, alors je sais pas si le résultat traduit exactement la physionomie de la rencontre. D'ailleurs, si on regarde les expected goals qui valent ce qu'ils valent, mais qui peuvent au moins traduire l'importance des occasions lyonnaises, niveau expected goals, je crois que c'est 2,88 pour le Bayern et c'est 2,71 pour le Bayern, pardon, et 1,88 pour l'OL. Donc finalement, on est plus sur un score, le score logique. A priori, serait plutôt de 3-2, peut-être 3-1. De manière générale, j'ai trouvé que l'OL sait créer les situations. Sur le premier quart d'heure, il y en a 2 qui sont vraiment énormes. Et si on m'avait mis cette situation avant le match et qu'on me dit l'OL aura 2 occasions et ce sera ces 2 occasions-là, je crois que je l'aurais pris sur 90 minutes. Alors sur un quart d'heure, on n'en parle même pas. Mais l'OL a manqué de réalisme tout simplement sur cette première partie de la rencontre. C'est là-dessus que le match tourne, sur ce premier quart d'heure où tu as 2 très grosses occasions, celle de Memphis et celle de Toko Ekambi. Ensuite, 1 minute après la deuxième, Gnabry lui se fait pas prier. Alors que le Bayern avait eu plutôt du mal à rentrer dans la rencontre, voilà, le Bayern est en capacité de punir. Et de manière générale sur cette rencontre, j'ai trouvé que ce qui était vraiment impressionnant, effrayant, et on va y revenir un petit peu aussi dans la partie prono, c'est que le Bayern c'est une équipe qui a tout simplement trop d'armes à disposition. Ils ont un arsenal extrêmement varié, ils sont en capacité de se créer des situations sur du jeu de position, voilà, tout simplement en faisant tourner autour de la surface, même si c'est pas leur meilleure arme. Ils sont en capacité de se créer des situations sur contre-attaque. Voilà, ils sont extrêmement dangereux. Leur capacité à prendre l'espace dans la profondeur, notamment via les rushs sur les côtés. Ils ont des joueurs de côté supersoniques, mais aussi le Thomas Müller, fameux interprète de l'espace, qui trouve les poches et qui les bonifie. Ça fonctionne aussi sur du gegenpressing. Alors là, j'ai trouvé un Bayern vraiment gegenpressing. Dès la perte de balle, on étouffe les relanceurs. Et c'est d'ailleurs là-dessus que vient le premier but du Bayern, le but de Gnabry. Finalement, si on regarde l'action, on remonte un peu le fil de l'action 10-15 secondes avant, c'est un mauvais dégagement du Bayern. Mais il me semble que c'est Maxwell Cornet qui récupère le ballon, mais qui ne le récupère pas assez bien. Ça rebondit sur lui tout de suite. Le bloc, presque comme une sangsue, le bloc arrive, dépossède Cornet du ballon et puis ça va très vite, 5 secondes plus tard ça fait but. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect gegenpressing, mais il y a aussi du pressing normal, pas seulement du contre-pressing, aussi une capacité à envahir le dernier tiers sans ballon sur des relances par exemple, forcer à jouer du jeu long. Donc, et puis peut-être dernier point aussi, ces fameux longs ballons. Donc quand il n'y a pas trop de solutions, que le bloc est peut-être un petit peu haut, peut-être que le Bayern se fait un petit peu presser, il y a cette capacité
capacité à trouver via les longs ballons de Boateng, mais peut-être aussi de Thiago Alcantara qui a été superbe, cette capacité à trouver les espaces dans le dos de la défense très vite, et puis voilà, être à la retombée des seconds ballons grâce au jeu aérien de Lewandowski, Thomas Müller. Il y a tout simplement trop d'options, trop de possibilités offensives pour ce Bayern, et au bout du compte, voilà, c'est tout simplement la meilleure équipe qui gagne. C'est une équipe vraiment, vraiment terrifiante. Alors voilà pour le passé, pour les quelques jours qui sont derrière nous. Maintenant, ce qui nous intéresse peut-être davantage, la partie prono, qui va l'emporter demain soir? Est-ce que le Paris Saint-Germain va enfin soulever sa première Ligue des Champions? Est-ce que le Paris Saint-Germain va enfin toucher au but, ou est-ce que ce Bayern effrayant va remporter sa 6e C1? Donc aujourd'hui le Bayern en Ligue des Champions sur l'édition 2019-2020, c'est 10 victoires, 0 nul, 0 défaite, c'est le parcours parfait. J'ai pas les stats offensives, nombre de buts marqués, mais on sait que c'est la meilleure attaque d'Europe. Qu'est-ce qui pourrait les empêcher de soulever ce titre? Peut-être qu'ils n'ont pas tant de lacunes individuelles, il n'y a pas tant de défaillances au niveau individuel. On ne peut pas cibler un joueur comme étant le point faible de cette équipe, mais il y a un point faible au niveau collectif. On l'a vu contre Lyon, et le match aurait pu tourner là-dessus pendant une partie de la rencontre. On l'a vu contre Lyon, on l'a vu même contre le Barça, c'est les espaces qu'il y a derrière cette ligne défensive très haute. Et alors, comme je l'avais évoqué dans mon analyse de Bayern-Barça, c'est dur de dire que c'est un vrai point faible parce qu'il est à mon avis parfaitement consenti. C'est quelque part le prix que tu dois payer. Le foot à 11 contre 11, il n'y a tout simplement pas assez de joueurs pour occuper l'ensemble du terrain. Ça, je crois que c'est la base fondamentale du football. C'est ce qui sous-tend toutes les analyses tactiques qu'on peut effectuer. Mais du coup, pas assez d'espace. On consent à laisser ces 30 ou 40 mètres dans le dos de Boateng et d'Alaba pour pouvoir presser l'adversaire et pour pouvoir récupérer des ballons hauts qui se transformeront en ballons de but. Mais voilà, il y a cette faiblesse à aller exploiter. Lyon a failli le faire. Le PSG semble avoir des armes encore plus pertinentes pour s'y engouffrer. On pense bien sûr à Mbappé, on pense bien sûr à un Neymar touché entre les lignes qui a cette capacité à distiller des ballons incroyables vraiment dans cette zone. Il lui faut une fraction de seconde pour trouver l'espace, peut-être via l'extérieur, à l'intérieur, toutes les zones du pied qu'il peut mobiliser pour trouver cet espace. Donc voilà, le Paris Saint-Germain a vraiment une opportunité dans cette zone-là du terrain. Après, ce sera intéressant de voir aussi l'approche qu'adoptera le Bayern. Et du coup, pour cette finale, et si on doit s'y projeter un peu, la pronostiquer, à quoi ressemblera la physionomie et comme je dis parfois la texture tactique de cette rencontre, c'est pas évident. Ma première intuition, c'est que les éléments sont réunis. En tout cas, il y a les ingrédients pour avoir une des plus belles finales de Ligue des Champions depuis longtemps. Voilà. On a été peut-être traditionnellement un petit peu déçus par ce qu'on a vu, même franchement quand on se souvient l'année dernière, Liverpool-Tottenham, celle d'avant, Liverpool-Real Madrid, c'était pas des rencontres extrêmement effusives. Elles sont marquées avant tout par la tension et la nervosité qui les habitent. Et puis peut-être qu'il y a des plans de jeu un petit peu asymétriques. Tottenham ou le Real Madrid qui était plus dans une posture de contenir la furie des Reds, alors que voilà, dimanche, je ne sais pas si on retrouvera cette physionomie, je ne sais pas si on ne retrouvera pas deux équipes extrêmement offensives qui jouent le tout pour le tout, qui se consentent à laisser des espaces dans leur dos, et peut-être qu'on pourrait avoir cette finale avec beaucoup de buts. Tout ça, c'est la théorie, et j'aimerais que ça se réalise. Mais je crois que pas mon intuition, mais on va dire quand la raison reprend le dessus, peut-être un petit côté pessimiste aussi, j'ai l'impression que la finale de Ligue des Champions, c'est vraiment une épreuve qui, d'un point de vue mental, écrase certaines bonnes volontés. Alors, je trouve qu'on l'a vu un petit peu dans les demi-finales où Leipzig et Lyon n'ont pas été à la hauteur niveau mental, niveau nerfs. Lyon, ça s'est traduit dans le manque de réalisme à la finition, vraiment les nerfs qui craquaient, et Leipzig dans la capacité à sortir le ballon depuis la base arrière. J'ai trouvé qu'on a vraiment ressenti. Peut-être qu'on ne le ressentait pas trop avant avec l'absence de public, mais là j'ai trouvé qu'on a vraiment ressenti le fait qu'on soit dans les dernières étapes de la Ligue des Champions et que ce soit une compétition pression, une compétition potentiellement cauchemar, une compétition qui peut faire peur et qui peut inhiber. Je ne sais pas si on le retrouvera dimanche, mais mon prono c'est que on risque d'avoir une finale quand même moins prolifique que ce qu'on peut peut-être imaginer, et du coup c'est effectivement le premier prono que j'ai choisi. Le prono clé, c'est que ce sera une rencontre peut-être un petit peu décevante de ce point de vue-là, du point de vue spectacle, parce que ça reste une finale Ligue des Champions et c'est moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,87. Alors pour mon deuxième pari ensuite, là c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être plutôt l'émotion qui va triompher sur
La raison, quelque part, quand je réfléchis rationnellement à la finale, je me dis que le Bayern est favori, que le Bayern va l'emporter. Voilà, une telle armada offensive, la possibilité de faire venir le danger de partout et puis pas de grosses lacunes individuelles. Un groupe au complet, un effectif vaste, un banc largement supérieur à celui du Paris Saint-Germain. Bon voilà, tout ça c'est la raison, et si on regarde même les cotes, le Bayern est favori. Pourtant, mon pressentiment, c'est peut-être le fait d'avoir passé toute la semaine avec des Parisiens, mais mon pressentiment c'est que le PSG va le faire et va remporter cette finale. J'ai lu un super bon article qui est sorti sur l'équipe aujourd'hui, ou peut-être demain en tout cas, j'ai lu ce matin, qui revenait sur l'état physique des deux formations. Plusieurs préparateurs physiques étaient interrogés, qui évoquaient le fait qu'avec un jour de repos supplémentaire pour le Paris Saint-Germain, 5 jours de repos total du coup depuis la demi-finale, c'est vraiment la meilleure manière d'aborder cette rencontre. Apparemment 5 jours c'est quelque part une sorte de numéro doré pour la récupération, autant d'un point de vue physiologique que mental aussi, c'était quelque chose qui était évoqué. Dans le cadre du Paris Saint-Germain, c'est peut-être particulièrement important parce que ça peut permettre à Marco Verratti de revenir un petit peu plus en forme, et s'il est là, ce sera un élément décisif. C'est également une question qui se pose pour Keylor Navas, donc il y a tout ça. Il y a aussi le fait qu'historiquement, l'équipe qui a bénéficié d'un jour de repos supplémentaire par rapport au timing des demi-finales, a gagné les 2 dernières Coupes du Monde, les 2 derniers Euros, la dernière Copa América. Voilà, on sait bien sûr qu'on peut mobiliser les stats pour dire un petit peu ce qu'on a envie de dire, et c'est pas anodin que ça sorte dans un quotidien français, mais je pense que ça peut être une variable importante, et c'est vrai que sur Bayern-Lyon, sur la fin de match, on a vu un Bayern un petit peu plus à la peine physiquement. Alors peut-être que le résultat jouait un rôle, peut-être que Bayern était déjà en train de se préserver quelque peu pour la finale, mais c'est vrai qu'on les a vus relâcher la pédale, ralentir un peu le rythme, être parfois un petit peu atteint physiquement. L'OL a commencé à revenir mieux en seconde période. Voilà, je dirais qu'au niveau vraiment de l'état de forme physique, on a vu que la Ligue 1 n'avait pas à rougir, et que finalement, alors sur la décision d'arrêter le championnat, ça c'est une toute autre chose, mais sur l'impact physique que ça a eu, finalement cette grosse période de repos et de récupération semble dépasser le manque de rythme potentiel ou le manque de compétition qu'on pouvait imaginer. Donc voilà, pour cette raison-là principalement, et puis parce que le PSG a une capacité à faire des différences individuelles et de plus en plus collectives, parce qu'il y a un super état d'esprit au sein du groupe. Voilà, on l'a déjà évoqué sur la chaîne, mais la transformation de Neymar de leader un peu diva et irresponsable à ce leader aujourd'hui extrêmement responsable, je trouve, qui diffuse de bonnes ondes autour de lui, qui en plus de sa capacité à leader techniquement, lead de manière charismatique. En tout cas, il emmène le groupe avec lui. Voilà, je pense que ça peut être une variable importante, et ça traduit aussi un état d'esprit très positif autour du PSG. C'est pour ça en partie, et peut-être aussi parce que j'ai envie de les voir triompher. Moi je suis supporter lyonnais, mais dimanche c'est sûr, demain je serai à 100% derrière le PSG. J'espère vraiment qu'on aura une deuxième Ligue des Champions en France, et j'espère que ce très beau PSG nous l'amènera. Et du coup c'est pour ça que je parie sur le PSG vainqueur de la compétition à 2,40. Et puis enfin, pour mon dernier pari, le pari fou, donc bien plus risqué, encore plus payant. Là j'ai combiné plusieurs de mes intuitions. C'est qu'on n'aura pas nécessairement la rencontre la plus prolifique et la plus spectaculaire, mais j'imagine une victoire du Paris Saint-Germain, et je l'imagine dans un scénario assez extraordinaire pour le coup. C'est plus de buts pour le PSG que le Bayern dans le dernier quart d'heure. Donc entre la 75e et la 90e, je prédis que le PSG va marquer plus de buts que le Bayern, et on peut imaginer en tout cas que ce sera le but de la victoire, ce qui serait assez incroyable. Et à mon avis, ça peut traduire une forme de déclin physique du Bayern en fin de rencontre, alors que le PSG aura un peu plus de jambes à voir au niveau des entrées, parce que je pense que Paris a un banc un peu inférieur à voir au niveau de la physionomie évidemment. Mais voilà, c'est mon petit prono, plus de buts pour le PSG que le Bayern dans le dernier quart d'heure, et ça c'est coté à 4,20. Voilà, en tout cas si ces pronos vous plaisent, vous interpellent, vous semblent relativement plausibles, et que vous voulez tenter le coup sur BetClick, vous pouvez vous inscrire, profiter de leur offre de bienvenue avec mon code promo Willou en plus. Ça me rend un fier service, comme je l'ai souvent évoqué. Je touche une petite commission par inscription avec mon code, donc voilà, si vous voulez me faire plaisir, en plus de potentiellement vivre la rencontre de demain avec encore plus d'excitation, voilà, n'hésitez pas. De notre côté, on se retrouve pour l'analyse du match. Donc ça, ce sera lundi, et bon, ce sera dans un contexte très différent de celui-ci. En gros, là c'est la dernière vraie journée de vacances. Demain matin on part, on plie bagages, et je regarde la finale Ligue des Champions dans mon appartement, dans le salon, le petit salon que vous voyez dans mon bureau, en tout cas que vous avez pu apercevoir sur les dernières vidéos. Donc il y aura une analyse classique, plus construite, écrite certainement, et avec voilà, plus d'éléments tactiques, de screenshots, ce genre de choses, ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. En tout cas, donc ça ce sera lundi matin, sans doute vers
vers midi et on se retrouvera à cette heure-là. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Profitez bien de votre week-end, de vos fins de vacances, quoi qu'il en soit. Très très bon match à tous demain en vous souhaitant un dénouement heureux en fonction de l'équipe que vous supportez. Et je vous dis donc à lundi. Bisous.